Quoi de mieux qu'une belle série de combats? Lorsque deux adversaires n'ont pas su se départager après deux affrontements, un troisième combat est mis en place pour mettre fin à tous les débats. Généralement, une trilogie sert de clou du spectacle à une intense rivalité. Évidemment, il y a des exceptions notables à ce principe, mais le troisième combat sert habituellement de dernier juge. En boxe, les trilogies ont donné lieu à certains des meilleurs combats et des moments les plus significatifs de l'histoire du noble art. Ali contre Fraser, Ward contre Gatti, Patterson contre Johansson ou plus récemment, Fury contre Wilder ne sont qu'une petite portion des exemples de trilogies qui ont marqué l'histoire de la boxe. Évidemment, le MMA a une histoire un petit peu plus courte, mais la discipline a déjà connu un bon nombre de trilogies et surtout de trilogies de très bonne qualité. Ça n'a pas été simple de faire cette liste, et comme d'habitude, il a fallu faire des choix difficiles. Si votre trilogie préférée ne figure pas dans ce top, ne paniquez pas, ça m'a probablement déchiré le cœur de ne pas l'y faire figurer. Pour faire mon choix, j'ai usé d'un mélange de préférences personnelles, de qualité de combat et d'importance historique pour faire de cruelles décisions. Sans plus de cérémonie, vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voici les 10 meilleures trilogies de l'histoire du MMA. Numéro 10, Sam Stout contre Spencer Fisher. L'une des caractéristiques habituelles d'une trilogie est qu'elle touche à des combats avec des enjeux significatifs. Généralement, une ceinture est en jeu ou au moins, les deux combattants sont extrêmement populaires auprès des fans. En MMA, il y a cependant une exception à cette règle, Sam Stout et Spencer Fisher. J'aime tout particulièrement cette trilogie, car je trouve ça très beau que les deux hommes aient pu vivre leur rivalité, malgré le relatif inintérêt sportif qu'elle représentait pour la division des poids légers de l'époque. Ce n'est pas par sentimentalisme qu'elle se retrouve à la 10e position en revanche. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que si cette liste devait être arrangée en termes de divertissement dans l'octogone, cette trilogie serait proche du sommet. Les trois combats entre les deux hommes sont incroyables, et ils ont tiré ce qu'il y a de meilleur dans l'un et l'autre. En 2006, Spencer Fisher accepte d'affronter Sam Stout en short notice. Il perd une décision partagée controversée et les deux hommes se promettent de se croiser une nouvelle fois dans l'octogone. C'est chose faite un an plus tard, lorsque l'UFC leur confie le soin du combat principal d'un Fight Night. Spencer égalise les scores par décision et pour son dernier combat en 2012, il demande à affronter son rival une dernière fois, ce que l'UFC lui accorde. Il perd une décision unanimée la trilogie dans ce qui est le meilleur combat des trois et prend immédiatement sa retraite. Les deux hommes n'ont pas exactement marqué le sport de leur empreinte, mais leur trilogie est un petit bijou, trop souvent oublié qui mériterait beaucoup plus d'attention. Numéro 9, Leon Edwards contre Kamaru Usman. Il y a un petit peu de tout dans la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Elle raconte les histoires parallèles de deux combattants incroyables et acharnés. Un premier combat très tôt dans la carrière des deux hommes, dont on suit les progrès jusqu'à l'inévitable clash au sommet de la division. De la carte préliminaire d'un Fight Night en 2015 à deux main events de pay-per-view consécutifs plus de 7 ans plus tard, la trilogie entre les deux hommes est digne d'un film. Le chaos de l'UFC 278 est un moment légendaire qui va marquer l'histoire du sport et le retour de l'UFC en Angleterre pour constater que Leon Edwards est enfin devenu la star qu'il aurait toujours dû être est un moment extrêmement touchant. Je dirais que globalement, les combats entre les deux hommes ne sont pas nécessairement les plus divertissants, mais l'importance de leur affrontement et la beauté symbolique de cette trilogie justifient son placement dans cette liste. En fonction de la qualité du règne de Rocky, elle pourrait prendre une portée d'autant plus significative dans le futur. Numéro 8, BJ Penn contre Matt Hughes. La trilogie opposant BJ Penn à Matt Hughes est très étrange car chaque combat a été remporté par son outsider. En 2004, la lune de miel entre BJ Penn et les fans est un peu finie. Il est toujours un combattant exceptionnel bien sûr, mais il a un peu perdu l'aura d'invincibilité qui accompagnait ses débuts dans la promotion. Matt en revanche est un bulldozer invincible et insurmontable qui est sur une série de 13 victoires consécutives. De plus, il concourt dans une catégorie au-dessus de BJ. Bref, pour les fans, aucune chance que Penn ne sorte vainqueur de leur affrontement de l'UFC 46. Et pourtant, il soumet Matt au premier round pour redevenir champion du monde. Après un problème contractuel avec l'UFC, il quitte la promotion et la ceinture que récupère Matt quelques mois plus tard. Un deuxième combat entre les deux hommes est très attendu. Tout le monde pense alors que Penn va reproduire sa performance, mais le Hawaïen domine les deux premiers rounds avant que son cardio ne lui fasse défaut et qu'il perde par TKO. Les deux hommes se retrouvent à l'UFC 123 en 2010 pour conclure leur trilogie. À ce moment-là de leur carrière, les fans doutent que BJ Penn ait la motivation pour continuer à être un combattant de très haut niveau, tandis que Matt Hughes vient de mettre sur pied une série de 3 victoires pour la première fois depuis des années. Contre toute attente, Penn met Hughes KO en 21 secondes, la dernière victoire de sa carrière. Après le combat, il rend un hommage à son rival dans un moment extrêmement touchant. Matt Hughes, you're my idol, you will always be my idol, thank you. Numéro 7, Stipe Miocic contre Daniel Cormier. Stipe est sur le point de revenir pour combattre John Jones en fin d'année. Un point commun qu'il a avec le champion des poids lourds, c'est qu'il a eu une rivalité intense avec DC.
Alors qu'il domine la catégorie des poids lourds depuis plusieurs années, Stipe perd sa ceinture contre Cormier lors de l'UFC 266. L'ancien champion du monde demande une revanche qu'il mérite, mais Daniel veut prendre une pause pour soigner sa main. En réalité, il attend surtout un gros combat contre Brock Lesnar pour toucher un énorme chèque. Cette attitude énerve Stipe, et lorsque le combat contre Brock Lesnar ne se matérialise pas et que les deux hommes s'affrontent pour une revanche, la rancune est très apparente. Il bat Cormier pour récupérer sa ceinture et ancre définitivement sa place de meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. La promotion met la pression à Stipe pour qu'il accepte une trilogie immédiate, le menaçant même de lui retirer son titre s'il refuse. Le champion obtempère et les deux hommes s'affrontent à l'UFC 252 dans un combat historique en plusieurs points. Tout d'abord, Stipe brise le record du nombre de défenses de la ceinture des poids lourds de l'histoire de l'UFC, mais ce combat est surtout le dernier de la carrière de Daniel Cormier. L'UFC dit au revoir à l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, qui comprend alors qu'il ne sera plus jamais champion du monde. Numéro 6, Cain Velasquez contre Junior Dos Santos. La trilogie entre Cormier et Miocic était incroyable, mais à mes yeux, il y en a une encore meilleure chez les poids lourds de l'UFC, et elle oppose Cain Velasquez à Junior Dos Santos. Les deux hommes sont les clairs meilleurs poids lourds de leur temps, et en plus d'être très talentueux, ils sont très appréciés des fans, et la hype autour de leur premier affrontement est titanesque. Cain Velasquez vient de battre Brock Lesnar, et Junior Dos Santos est invaincu en 9 combats à l'UFC. Avec la ceinture autour des hanches de Cain et un nouveau deal télévisé avec Fox, le timing est parfait pour un affrontement entre les deux hommes. 8,8 millions de téléspectateurs américains regardent Junior Dos Santos mettre KO Velasquez en 1 minute pour devenir champion du monde, et ainsi commence la trilogie entre ces deux titans du MMA. Velasquez se remobilise lors de la revanche à l'UFC 155, il décime Dos Santos pendant 5 rounds pour récupérer sa ceinture de champion du monde. La trilogie est une évidence, tant la popularité des deux poids lourds ne faiblit pas, et moins d'un an après leur second combat, ils s'affrontent dans le combat principal de l'UFC 166. Cain démontre une nouvelle fois qu'il est le meilleur combattant des deux et conserve son titre, une trilogie classique qui a tenu la catégorie des poids lourds en haleine pendant plusieurs années. Numéro 5, Frankie Edgar contre Gray Ménard. C'est vraiment dommage qu'aussi peu de personnes parlent de Gray Ménard de nos jours. C'est un de ces combattants de très haut niveau que l'histoire a malheureusement un peu éclipsé. Pourtant, sa carrière est liée à jamais à celle de Frankie Edgar et leur trilogie est la seule qui s'est achevée par un match nul parfait. Les deux hommes s'affrontent pour la première fois en 2008 alors qu'ils sont au début de leur carrière respective. Ménard brutalise Edgar pendant 3 rounds et Frankie a toujours dit que ce combat a complètement bouleversé sa perception du MMA. Si bien que 2 ans après, il devient champion du monde en battant BJ Penn dans l'une des plus grosses surprises de l'histoire du sport. Lors de l'UFC 125, la revanche entre Frankie et Gray est programmée pour la ceinture, mais honnêtement, les fans ne sont pas plus intéressés que ça. Et pourtant, ils ont tort car les deux hommes vont proposer le meilleur combat de l'année et l'un des meilleurs combats de tous les temps. Gray décime Edgar dans le premier round avant que Frankie ne trouve la clé et finisse par gratter un match nul dans un combat épique qui a écrit la légende des deux hommes. Les programmer une nouvelle fois relève de l'évidence et Gray démarre leur combat de l'UFC 136 sur les chapeaux de roue. Frankie bataille pour revenir dans l'affrontement et il trouve la solution dans le 4e round pour mettre KO son némésis après un combat sanglant. La trilogie s'achève sur un match nul, mais Edgar est bien celui qui repart avec la ceinture et les honneurs. Numéro 4, Fedor Emelianenko contre Antonio Rodrigo Nogueira. La trilogie entre Fedor et Nogueira brille surtout par son importance dans le temps. Il y a peu de trilogies qui ont lieu entièrement hors de l'UFC, et l'autre qui me vient en tête est celle qui a opposé Joachim Hansen à Shinya Aoki. Dans l'histoire du MMA, Fedor est un peu comme une ombre qui plane au-dessus de l'UFC. C'est le seul talent de ce niveau qui a échappé à l'organisation et évidemment, la carrière du Russe est pleine de moments légendaires. Sa trilogie contre Nogueira tient néanmoins une place toute particulière dans l'héritage sportif du Russe. Lorsque les deux hommes s'affrontent pour la première fois au Pride 25, Nogueira est un véritable monstre. Il soumet tout le monde et il a un menton en acier trompé. Contre toute attente, Fedor va au sol avec lui et l'y domine pour remporter une décision unanime. C'est la première performance légendaire de la carrière de Fedor et les deux hommes s'affrontent une deuxième fois, un peu plus d'1 an après lors de la finale du Grand Prix des poids lourds de 2004. Malheureusement, un coup de tête accidentel met fin prématurément à ce combat et les deux hommes sont reprogrammés pour le Shockwave 2004. Fedor prouve sa supériorité pendant 3 rounds et à la conclusion de cette trilogie, il est déjà le combattant légendaire que l'on connaît aujourd'hui. Il restera invaincu près de 6 ans supplémentaires. Numéro 3, Chuck Liddell contre Randy Couture. 2 légendes, 3 combats fantastiques, tous pour une ceinture et tous ayant aidé l'UFC dans des périodes économiques périlleuses. La trilogie entre Chuck Liddell et Randy Couture est l'une des plus importantes de l'histoire du sport. Et pourtant, Chuck n'est pas très enthousiaste à l'idée d'affronter Couture lors de l'UFC 43. Le combat est pour la ceinture intérimaire des lourds légers mais Liddell veut le titre d'Ortiz et ce dernier l'évite depuis plusieurs mois.
Randy Couture sort de 2 défaites chez les poids lourds et Chuck considère presque ce combat comme une perte de temps. Couture surprend tout le monde en le battant par TKO et c'est lui qui obtient le combat contre Ortiz tant convoité par Chuck. Quelques années plus tard, les deux hommes coachent la saison inaugurale de TUF l'un contre l'autre. Le show va sauver les finances de l'UFC et Chuck prend sa revanche en battant The Natural par KO lors de l'UFC 52. Au vu du succès commercial de leur deuxième combat, la trilogie est une évidence. Chuck remporte leur 3e affrontement par KO dans le début de son grand round. Après le combat, Randy Couture annonce sa retraite, une retraite qui ne va durer qu'un peu plus d'1 an. C'est une superbe trilogie qui a une importance significative dans l'histoire de l'UFC et qui a produit 3 combats très divertissants. Numéro 2, Georges St-Pierre contre Matthews. Si j'avais dû classer les trilogies uniquement par préférence personnelle, je pense que celle opposant GSP à Matthews aurait été la première du classement. Matt est le héros de Georges St-Pierre et il est évident dans les semaines menant à l'UFC 50 que cet affrontement est spécial pour GSP. Pour Matt en revanche, c'est un combat comme un autre dans sa longue et fructueuse carrière. Invaincu jusque-là, Georges semble faire jeu égal avec son idole jusqu'à ce que Hughes attrape son bras et le soumette à la toute fin du premier round. Sa série de victoires est brisée, St-Pierre repart au charbon et obtient une nouvelle chance à la ceinture après 3 victoires consécutives. Cette fois-ci, il ne regarde plus Matt comme son héros, mais bien comme son rival, et il montre l'étendue de ses progrès lorsqu'il le bat par TKO pour devenir champion du monde. 1 an plus tard, les deux hommes s'affrontent une dernière fois lors de l'UFC 79, et le passage de témoin est complété lorsque GSP soumet Matt dans le second round. Un parallélisme très poétique avec leur premier affrontement. Matt laisse définitivement le trône des poids welter à GSP, et ce dernier prend le relais de son héros du toujours. Numéro 1, Wanderlei Silva contre Rampage Jackson. Je vous vois déjà venir, oui, je sais que ce combat a donné lieu à un 4e affrontement en 2018, mais j'ai fait le choix conscient de ne pas prendre en compte le Bellator 206. Oui, c'est de la triche, oui, c'est malhonnête, mais si vous voulez que les choses se passent comme vous l'imaginez, vous avez qu'à créer votre propre chaîne YouTube. La trilogie originelle entre Wanderlei Silva et Rampage est à peu près ce que s'imagine votre grand-mère quand vous lui décrivez le MMA. Les deux hommes se détestent et brutal est à peu près le seul adjectif qui convient pour décrire leur combat. Les deux combattants ont un style bestial, extrêmement violent, même pour les standards de l'époque. Il faut dire que les règles du Pride sont bien plus permissives et l'atmosphère dans les stades japonais de l'époque est très particulière. Le sourire vicieux de Wanderlei lorsqu'il finit Rampage en enchaînant les coups de genoux lors de leur premier combat raconte toute l'histoire. Lors des 2 premiers combats, Wanderlei laisse Rampage inconscient avec une forme de brutalité qui n'existe plus dans le MMA moderne. Rampage prend sa revanche lors de l'UFC 92 quelques années plus tard en mettant Silva KO d'un redoutable crochet du gauche dans le premier round. J'ai choisi d'ignorer le Bellator 206 parce que ce combat nuit à la meilleure trilogie de tous les temps, la plus brutale, peut-être la plus personnelle, la plus iconique, et celle où les résultats finaux sont le moins importants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'imagine bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu leur trilogie préférée dans le top et j'ai fait des choix qui sont quand même, je dois l'admettre, extrêmement basés sur des préférences personnelles. Je sais qu'il y a plein d'autres trilogies qui auraient pu valoir leur place, mais il y aura peut-être un 2e volet du coup à cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et on se reparle bientôt.